Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Mort du jeune Ousmane Dia en prison, en épileptique, blessé par balle à la jambe lors des manifestations de juin dernier. Le parquet de Mbour parle d'une hypoxie sévère qui est à l'origine de sa mort. La famille de la victime accuse le juge et la MAC de Mbour d'être responsables de son décès. Aïda Mbodj déclare sa candidature à la présidentielle de 2024. La candidate de Ansahal Liguey pense qu'il est temps qu'une femme prenne le pouvoir au Sénégal. Et puis la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Bissau. Les travaux du sommet vont porter sur les questions politico-sécuritaires, économiques ainsi que le fonctionnement de l'organisation. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le communiqué du parquet de Mbour après la mort du jeune Ousmane Dia en épileptique blessé par balle à la jambe lors des manifestations qui a rendu l'âme à la MAC de Mbour. Dans ce communiqué, il est relaté les circonstances et la cause du décès d'Ousmane Dia qui est une hypoxie sévère attestée à l'hôpital de Mbour. Les détails avec Ndeye Matigan. De Mbour se lave à grand eau dans l'affaire de la mort du jeune Ousmane Dia survenue à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Dans un communiqué rendu public, le procureur dit, je cite, « Le légiste a conclu que le décès est dû à une hypoxie sévère et que la mort est liée à une détresse respiratoire aiguë. » Mais avant cette décision finale, il est reconnu dans le même communiqué que le jeune Ousmane Dia a reçu une balle à la jambe gauche lors des manifestations du 30 mai dernier et est arrêté le 26 juin avant d'être déféré au parquet. Son décès, selon le procureur, est survenu une dizaine de jours après son arrestation, le 7 juillet plus précisément à 8h20 suite à 2 crises épileptiques la veille et le jour de son décès dans la matinée. L'autopsie a été effectuée selon le procureur de Mbour et en présence de l'un des frères du défunt. Cependant, des précisions ne sont pas apportées concernant les accusations de la famille Dia qui dit avoir présenté les papiers attestant la vulnérabilité de l'état de santé de son fils avant son incarcération. Seulement que les membres de la famille du défunt Ousmane Dia, accompagnés de leur avocat Maître Abdoulaye Tall, ont conclu se soumettre entièrement aux conclusions du rapport qui a abouti à un certificat d'inhumation. La famille Dia accuse le juge qui a ordonné l'arrestation d'Ousmane Dia ainsi que la MAC de Mbour d'être responsable de sa mort. Elle soutient avoir fourni tous les documents nécessaires qui prouvent sa maladie, mais tous rejetés par le juge. Pastef Mbour, en compagnie de l'un des frères Dia, donc, a tenu une conférence de presse. Mamadou Lamine Diaité, le coordonnateur, en parle au micro de Ndeye Matigan. Le défunt Ousmane Dia, quand il a été acheminé à l'hôpital de Grand-Mbour, c'était dans une situation très compliquée. Il l'a dit, parce que le gosse en question est arrivé à l'hôpital inanimé. Donc le médecin a constaté, parce qu'il y avait le médecin urgentiste qui avait reçu le corps et qui a effectivement confirmé le décès vers 8h20 ou 23h, si je me rappelle bien. Une autopsie a été faite. Et je rappelle qu'avant cela, il l'a dit, le gosse souffrait d'une maladie qu'on appelle épilepsie. Épilepsie, c'est un marchand de journal. Il vendait des journaux en Guéro. Et qui connaît le gosse, c'est que partout dans Guéro, il se baladait pour vendre ses articles. Donc il n'est pas habitué à être dans un milieu fermé. Dieu a fait qu'il a souffert de cette maladie et ça a été diagnostiqué il y a longtemps par un médecin traitant qui le suivait. Mais il y a un autre, que son frère l'a répété, il a fait 2 ou 3 attaques en prison. Mais malgré ça, ils n'ont pas eu gain de cause pour avoir une liberté provisoire. Donc suite au décès, il a été recommandé de faire une autopsie. Et heureusement, le spécialiste en médecine légale, je le connais personnellement. Il s'agit du professeur Charles Kouka. Donc suite à l'autopsie, il a eu le courage d'être transparent
parce que c'est un cas sensible. Il a invité un membre de la famille qui est courageux à venir assister. Donc la conclusion, c'était quoi? C'est que le jeune était atteint d'une insuffisance respiratoire aiguë. Donc ce qui a abouti à sa mort. Et j'interpelle le groupe GFM, parce que le gosse, à part ses intimes, tout Nguerokh l'appelait l'observateur, de faire un geste humanitaire envers cette famille et que ce produit lui a valu ce surnom. Nous demandons solennellement au groupe GFM, en l'occurrence son PDG, M. Youssou Ndour. Les détenus de la MAC de Mbour viennent d'entamer une grève de la faim pour non-assistance à une personne en danger. Ils ont retourné le dîner qui leur a été servi hier pour fustiger donc le décès du jeune Ousmane Dia. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec Ndeymati Dia. Je vais vous l'annoncer dans les titres de ce 20h. Aïda Mbodj se lance dans la course à la présidentielle 2024. La candidate de Ansahal Ligue pense qu'il est temps qu'une femme prenne le pouvoir au Sénégal devant ses militants venus des régions et des leaders de Yewwi Askan Wi. Elle a décliné son offre politique basée sur 3 axes stratégiques. Alassane Ba. Décide à l'unanimité d'investir sa présidente, Madame Aïssatou Mbodj. Le choix se justifie selon les membres de l'Alliance nationale pour la démocratie, vu le parcours de la candidate de Ansahal Ligue. J'accepte et déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024. Soyez rassurés et convaincus que nous considérons ma candidature comme une réponse à l'appel de l'histoire qui exige d'avoir des vertus cardinales. Soyez rassurés aussi et convaincus que nous la considérons comme une consécration qui procure un leadership féminin transformationnel. Son offre politique repose sur 3 axes stratégiques. D'autres séances suivront pour mieux expliquer le programme et faire des inputs des acteurs concernés. Le premier axe concerne la restauration de l'état de droit et de la démocratie. C'est le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, la restructuration de l'économie. Le troisième axe, la consolidation de la dimension sociale et environnementale du développement. Et nous n'oublions pas l'aspect sécuritaire. Cette tribune est aussi l'occasion pour Dr Aïssatou Mbodj de parler directement au président Macky Sall. La présidente de And veut la libération de tous les prisonniers politiques et la levée du blocus devant le domicile de Ousmane Sonko. Monsieur le Président, je vous parle et je sais que vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Levez le blocus de Cheikh Ousmane Sonko. Libérez les détenus politiques, Monsieur le Président. Selon la candidate de Ansahal Ligue, leur priorité, c'est d'œuvrer pour être ensemble. Ce congrès d'investiture a vu la participation de plusieurs délégations venues des régions, mais aussi de plusieurs leaders de Yewwi Askan Wi. Toujours à propos de la présidentielle de 2024, Dr Rose Wardini a fait également sa déclaration de candidature à son domicile à Kaolack. La présidente du parti en Sénégal Nouveau compte faire de son cheval de bataille l'instauration d'une justice équitable et la promotion de l'emploi des jeunes, surtout des femmes qu'elle ambitionne de mettre au cœur de sa politique de développement. Ousmane Dem. En présence des militants acquis à sa cause, que Dr Rose Wardini a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Donc je voudrais dire, chers concitoyens et concitoyennes, je me tiens devant vous aujourd'hui avec humilité et détermination pour annoncer ma candidature aux élections présidentielles de février 2024. Je suis convaincu que le moment est venu de passer à l'action et de concrétiser notre vision d'un Sénégal nouveau, fort et prospère. Dr Rose Wardini entend ainsi apporter des ruptures dans la gestion de ce pays. Notre mouvement s'est engagé depuis sa création à repenser les politiques de développement, à promouvoir la justice, l'équité et la durabilité et à placer l'humain au cœur de nos actions.
Nous avons travaillé sans relâche pour mobiliser les forces vives de la nation, pour donner une voix aux citoyens et pour promouvoir une gouvernance transparente et responsable. La présidente du parti Un Sénégal Nouveau compte jouer les grands rôles dans le landerneau politique du Sénégal. Ma candidature repose sur une vision audacieuse mais réaliste pour notre pays. Je propose de mettre en œuvre un programme de développement inclusif qui mettra l'accent sur la création d'emplois, l'éducation de qualité, l'accès aux soins de santé, la promotion de l'entrepreneuriat et la protection de notre environnement. Dr Rose Wardini présentait à la population de Kaolack le prix du bien-être public du Sénat français qu'elle vient de remporter avec d'autres distinctions. Parlons de toute autre chose à présent avec les casses notées en début de juin à Ziguinchor qui ont sensiblement impacté la région, ce qui constitue un coup de frein aux investissements économiques. L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture regrette cette situation et travaille avec ses représentants au plan local pour réfléchir sur les stratégies de relance économique. La question de la réforme des chambres consulaires a aussi fait l'objet de discussions à Ziguinchor où ont séjourné cette chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Lamine Mandian. Les pillages et saccages enregistrés en début juin ont eu un impact négatif très significatif sur l'économie de la région, relève l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture haute de la région de Ziguinchor pendant 72 heures. La délégation, constituée de 8 présidents, a tenu à condamner ce genre d'événements et invite les acteurs politiques à savoir raison garder. Regrettons profondément les pertes en vie humaine consécutives aux événements des 1er et 2 juin 2023. En conséquence, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Condamnons fermement ces saccages et pillages qui annihilent les énormes efforts consentis par l'État et par les investisseurs nationaux et étrangers, acteurs incontournables du développement économique de notre pays. Invitons toutes les parties prenantes du jeu à un dialogue serein, constructif et fécond parce que sincère. L'objectif de la visite s'inscrit dans une volonté de travailler à relancer l'économie de la région à travers le dispositif des chambres consulaires. La visite du port de Ziguinchor s'inscrit dans cette optique. Ce que j'ai constaté nous réconforte que Ziguinchor est en train quand même de faire avancer les choses. Donc l'aménagement c'est visible. Il reste d'autres choses à faire. C'est pour cela que l'autorité, M. le Président de la République, a signé un décret pour essayer de renforcer les moyens de Ziguinchor. Ce qui fait que le port de Dakar, qui travaille pour les ports secondaires, doit amener un plus pour vous permettre de mieux équiper les ports de l'intérieur, surtout Ziguinchor. L'agenda de l'Union a été marqué aussi par la grande réunion avec les acteurs économiques de la région, cadre de partage des stratégies de relance économique. La question de la réforme des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture a été débattue. La loi de 2017 qui crée la Chambre nationale de commerce et de services est là, mais il y a aussi la Chambre nationale de l'agriculture. Mais tout ça, on va se préparer pour faire une proposition à l'État, parce qu'il y en a certains présidents qui m'ont dit que si on enlève l'agriculture dans leur programme, dans leur région, il n'y a plus autre chose. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse entendre les gens et essayer de voir, en faisant une proposition qui peut nous permettre d'avancer à l'autorité. Moi, je pense que ça fait partie de nos chantiers. Les hôtes de la région de Ziguinchor ont aussi rendu visite aux autorités coutumières de la région de Ziguinchor pour leur soumettre les énormes efforts consentis par les chambres de commerce en soutien à l'économie locale et nationale. Perte d'emploi, chômage des jeunes, les problèmes qui entravent l'entrepreneuriat sont nombreux et les récentes manifestations au Sénégal marquées par des scènes de violence et de pillage ont accentué ces difficultés. C'est du moins l'avis du secrétaire général exécutif du club 50% préférence nationale Hassan Silla, ce qui a apporté un sérieux coup au secteur privé informel. Pour lui, il faut créer les conditions idoines et encourager l'investissement. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Lamine Diagne. Le secteur privé, c'est le cœur, c'est la moelle épinière d'un pays. On le voit, nos frères marchands ambulants, nos frères marchands tabliers, on le voit, nos parents bol, Kadior, qui viennent ici, qui créent leurs entreprises, qui ouvrent leurs boutiques, etc.
Et on note à chaque fois qu'il y a des manifestations, le droit à manifester existe. Mais si à chaque fois que les gens décident de se plaindre d'une certaine problématique, doivent véritablement casser ce que ces gens-là ont construit pendant des années. On le voit, le cas de l'université, qui est un vrai temple du savoir. On le voit, tous nos parents, Baol, les Kadior ont perdu leur boutique ou sont restés une longue période sans pouvoir vendre, sans pouvoir produire. C'est un vrai frein à l'économie. Je pense qu'on doit tous, tout le secteur privé, doit se lever pour dire non à cette forme, à cette façon de lutter. On pense que le Sénégal est un pays de paix, un pays de teranga, et on doit se battre au maximum pour que cette paix et cette teranga-là puissent être conservées, parce que c'est un des secrets de réussite du secteur privé. Comment accorder les violons entre la justice et les professionnels de santé? La question est au cœur d'un atelier de réflexion entre les deux entités sur initiative de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Le prétexte des divergences notées dernièrement entre des médecins qui ont eu maille à partir avec la justice dans l'exercice de leurs fonctions. Compte rendu signé Fatimata Touré avec des images de Ahmadouba. La justice et les professionnels de santé, parfois les relations peuvent se heurter. Ces derniers temps, des médecins ont été confrontés à des interrogations sur l'exercice de leurs fonctions. Un fait souvent source de discorde entre les deux entités. C'est tout le sens de ce panel organisé par l'Ordre des médecins pour discuter de la question avec les acteurs judiciaires. Le secteur de la santé a été secoué ces derniers temps par beaucoup de scandales entre guillemets ou d'événements malheureux. Donc c'est le rôle de l'Ordre des médecins d'organiser cette journée de réflexion pour qu'entre acteurs du système de santé, aussi entre acteurs avec le système judiciaire, qu'on puisse se parler et se comprendre. Parce que le médecin qui exerce sa profession, n'est-ce pas, est sujet à certaines difficultés. Donc il faut qu'entre nous, le secteur de la santé et le secteur de la justice, qu'on puisse en tout cas accorder nos violons, se parler et qu'on se comprenne. Souvent sur des dossiers médicaux, le médecin peut-il révéler un secret médical dans le cadre d'une instruction de justice? En cas d'affaire pendant devant la justice, le médecin peut être saisi par réquisition. Et dans ce cadre, le médecin est tenu, n'est-ce pas, de déroger au secret médical en répondant qu'aux questions qui sont posées. Et là, il faut le dire, le médecin ne répond qu'aux questions posées, n'est-ce pas, par soit les officiers de police judiciaire pour éclairer, n'est-ce pas, l'affaire. Mais ce n'est pas tout le secret médical qui est en tout cas à dévoiler. Mais aussi, dans le cadre de son exercice, le médecin, s'il découvre des sévices chez les enfants mineurs, ou s'il y a des suspicions de tentatives de viol, le médecin est obligé de faire ce qu'on appelle le signalement. Par ailleurs, le président de l'Ordre exhorte les professionnels de la santé à être plus empathiques avec les patients. Pour lui, les médecins doivent se conformer aux normes qui régissent leur profession. Le plus souvent, entre le médecin et le malade, il y a un déséquilibre, n'est-ce pas, de l'information. Il faut que le médecin puisse à tout moment communiquer avec son malade par rapport au diagnostic. Donc tout le long de la prise en charge, le médecin, avec son équipe, doit communiquer avec le patient, mais aussi avec l'entourage du patient. Mais attention, cette communication ici est entre guillemets encadrée des fois. Il y a des limites, c'est ce qu'on appelle le secret médical. À Saint-Louis, les professionnels, les professeurs en santé de l'université Gaston Berger tirent la sonnette d'alarme sur le taux de prévalence très élevé du diabète. Ils proposent la diminution des coûts de soins dans les hôpitaux. Ces professionnels de la santé veulent aussi que les décideurs sévissent contre certains praticiens qui inondent les quartiers de Saint-Louis et qui font croire aux patients qu'ils peuvent guérir le diabète. Ousseynou Diop, Abibsek. Travail, les étudiants en médecine de l'université Gaston Berger de Saint-Louis déroulent leurs activités dans le nord du pays. À l'occasion des activités de sensibilisation sur le diabète, les professeurs en santé de l'université Gaston Berger de Saint-Louis tirent la sonnette d'alarme et invitent les personnels de santé à plus de vigilance sur le taux de prévalence très élevé. Donc à Saint-Louis, comparativement au niveau national, plusieurs études ont déjà démontré donc la forte prévalence qu'on a au niveau de la commune de Saint-Louis. C'est une maladie à soins coûteux qui est souvent accompagnée d'autres maladies également à soins coûteux qui constituent. Dans la ville, les praticiens venus d'ailleurs inondent les quartiers et proposent aux patients des alternatives pour se guérir du diabète. Professeur Diatougueya, agrégé en médecine interne à l'université de Saint-Louis, condamne ces actes.
Un phénomène qu'il faut condamner. Ce n'est pas seulement par rapport au diabète, c'est une problématique, je pense, globale que nos dirigeants devraient prendre en compte. La rencontre a aussi permis aux spécialistes de plaider pour la baisse des soins de santé des patients diabétiques. Et si nos soins à l'hôpital sont chers, sont coûteux, les patients sont obligés de se tourner vers une médecine alternative. Donc à mon sens, il faudrait réduire les coûts de nos soins à l'hôpital. Dans le Nord, les universitaires et les étudiants en médecine mènent le combat pour diminuer le taux de prévalence du diabète, très élevé dans la région. Un travail qui sera certainement difficile à cause de la médecine traditionnelle, très sollicitée par les patients de Saint-Louis. Économie à présent avec ce projet de construction d'un terminal pétrolier et gazier d'un coût de 20 milliards à Bélé dans le département de Bakel. Le projet a été présenté au cours d'un CRD spécial tenu dans la commune située dans le département de Bakel et présidé par le gouverneur de la région de Tambacounda. Nous écoutons Omar Mamadou Baldé, interrogé par Ibrahima Diabakhate et Mamadou Youfa. De ce matin organisé dans la commune de Bélé a pour objectif de procéder au démarrage de l'important projet de construction du terminal pétrolier et gazier dans la commune de Bélé, projet initié par Petrosen et exécuté par Petrolub. Ça va être un projet qui va impacter positivement la région de Tambacounda, le département de Bakel, l'arrondissement de Bélé, bien entendu. D'abord par la création de nombreux emplois qui vont être générés par la mise en œuvre de ce terminal, mais également par la promotion d'une économie locale qui va naître avec ce terminal. Les producteurs du bassin de l'Anambé dans l'angoisse, ils n'ont jusqu'à présent pas reçu l'argent que leur doit l'État du Sénégal, faute de démarrer la nouvelle campagne agricole dans de bonnes conditions. Ils interpellent leur ministre de tutelle. Les explications d'Abdoulaye Diallo. De l'Anambé sont dans l'angoisse en ce début d'hivernage à Kolda. Composés pour la plupart de producteurs de semences, ils ont peur de démarrer la campagne agricole 2023-2024 sans les sous que l'État les doit. L'État est le principal acquéreur de leur production. Ce dernier les doit beaucoup d'argent non encore payé. Pour aller en campagne, il faut quand même avoir les moyens. Les moyens là, ce n'est pas des petits moyens parce que c'est des tracteurs qu'il faut graisser, qu'il faut améliorer, qu'il faut entretenir pour aller en campagne. D'où là où nous on fait des semences. On donne les semences à l'État et en revenu, durant un an, l'État vient, il nous paye. Mais cette année, on a vu qu'il y a un grand retard sur le paiement. Endettés auprès des banques, ces producteurs ne comptent que sur cet argent pour préparer leur campagne agricole. On ne peut pas aller en campagne sans qu'on nous paye. Si on n'arrive pas à nous payer, la campagne est forcée complètement parce que pour aller en campagne, il faut aller très tôt. Il faut préparer, il faut analyser, il faut préparer le semence, il faut préparer le matériel, il faut préparer tous les moyens. De telle sorte qu'à l'heure là, on n'a pas de moyens d'aller en campagne parce qu'on ne nous a pas payé. C'est pourquoi ils interpellent le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire pour décanter cette situation. Nous prions de nos ministres, Aliou Ndiaye, il n'a qu'à nous aider à avoir l'argent, payer la LBA pour qu'on puisse aller en campagne. Sinon, on est fichu. Vraiment, on a attendu. D'habitude, à l'heure là, ça trouve qu'on a au moins avance ou au moins l'argent. Mais cette fois, on a vu qu'il y a un grand retard. L'hivernage ayant démarré à Kolda, un retard dans le remboursement de ces fonds de campagne pourrait compromettre la campagne agricole dans le bassin de l'Anambé.
Culture à présent, allons à la découverte de l'artiste Souleymane Diallo, le neveu de feu Willy Boy, décédé il y a 10 mois, veut sauvegarder l'héritage de son oncle avec qui il a cheminé depuis l'âge de 6 ans. Son portrait avec Bakary Conté et Khali Gamé. Diallo, dit tonton Gilles, a fait l'école élémentaire, le collège et le lycée dans sa ville natale Goudomp. Après le bac, il est orienté au département de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À Goudomp, oui, en 36e, le CFE, même le bac à Goudomp. Je suis à l'université actuellement, je suis à ma 2e année de sociologie. Après la disparition de son oncle Amadi Diallo, dit Willy Boy de Kermendin, le jeune artiste a finalement décidé de poursuivre sa carrière après un long silence. Je suis resté pendant 2 mois sans faire de concert, sans aller au studio, voilà, un peu découragé, mais voilà, et je remercie les fans qui ont pu m'appeler, me soulager, me conseiller, me soutenir dans ces moments difficiles. Un album était déjà sur le marché. Le 2e entamé avec Willy Boy sera bientôt disponible. Avec mon oncle, on a fait qu'un seul album. Et on était en train de préparer notre second album. Et voilà, les choses sont passées comme ça. Mais je tiens à rassurer les fans, à les dire que voilà, rien n'a changé. On va continuer. On est là, on prépare les sons, voilà, les albums, les clips. Du coup, voilà, on n'a pas à se précipiter. Voilà. On vient juste de passer ces étapes-là. Donc, on va tenir ensemble petit à petit et puis ça va aller. Premier morceau, après la reprise, un grand hommage à son oncle. C'était le premier son que j'ai enregistré après son décès. Voilà, le son hommage qui est sur place, pas encore sorti, mais au moins on a eu à faire un peu de publicité, de pub avec, de petites sorties, voilà, avec. Et voilà, ça aussi, au-delà de ça, on a d'autres sons aussi qui sont là. Un album, des clips, des concerts prévus. Tonton Jules promet des spectacles pendant ses vacances. Et puis avant de boucler cette édition, retenez que la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient en ce moment même à Bissau. Les travaux du sommet portent notamment sur les questions politico-sécuritaires, économiques ainsi que sur le fonctionnement de l'organisation. Le sommet élira également le nouveau président en exercice de l'organisation qui doit remplacer le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. À cette occasion, donc, le chef de l'État du Sénégal a quitté Dakar à cet après-midi. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.